Donc cette ouverture, pour moi, est à l'opposé justement de cette technoculture de mise à jour qui a tendance à nous limiter, nous formaliser et nous rendre éventuellement passifs et non pas actifs. Donc cette ouverture est une chance formidable de s'emparer non seulement de ces nouveaux outils, mais aussi d'une culture qui est basée sur le partage des connaissances et non pas de la consommation, la collaboration collective et non pas individuelle, et aussi la liberté pour développer, de produire et de redistribuer ses propres créations et éventuellement aussi ses propres outils. Je dois donc énormément à ce mouvement et surtout à toute la communauté qui est derrière, qui est une communauté à l'international. Je pense que sans laquelle je ne serais pas ici ce soir devant vous pour raconter cette histoire. Alors, une histoire, voilà, bien sûr que ce n'est pas un conte de fées que je vais vous raconter ce soir, mais bel et bien une histoire qui a son passé et qui continue de tracer ses chemins. Et peut-être ces chemins se convergent, et c'est cette convergence qui est le fil conducteur d'une discipline émergente qu'on appelle ici le design génératif. Et forcément, il y en a certains parmi vous qui se posent la question, qu'est-ce que processing? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est processing, parce que je considère qu'il est assez bien documenté, à la fois de ce que c'est et puis son histoire. Mais c'est vrai que voilà, une petite sommaire s'impose. Donc 3 points. Premièrement, processing est un langage de programmation. C'est un langage et un environnement de programmation avec une interface très très simple dans laquelle on va taper des lignes de code. Ce langage est basé sur du Java. Donc c'est du Java simplifié. Et ça rejoint le deuxième point, c'est un langage créé pour des artistes et des designers. Donc un langage qui est simplifié, qui utilise des mots-clés qui, on peut dire, qui sont plus parlants à des gens qui sont peut-être plus visuels que textuels. Donc c'est un outil qui est plus accessible. Et le troisième point, c'est un logiciel libre. Encore un point sur lequel je reviendrai plus tard. À quoi ressemble processing? Voilà, on a un exemple ici. Donc on a une petite fenêtre, une interface simple. On va taper notre code et on va appuyer sur un petit bouton. On va exécuter ce code et ensuite on va visualiser ce qu'on a codé. Donc souvent, les gens sont plus intéressés par cette partie. Et cette partie-là a tendance à faire peur. D'ailleurs, je pense qu'il y a un workshop qui se déroule cette semaine. Donc, pour ceux qui aimeraient bien s'initialiser à ce programme, je vous encourage. Donc, créé pour des artistes et designers. Processing a été développé en 2001, donc un peu plus de 10 ans maintenant, par Casey Rees et Ben Fry, lors de leurs études à MIT, donc Massachusetts Institute of Technology. Et donc je vous ai dit que
Processing était créé pour des artistes et des designers, mais était aussi développé par un artiste et un designer. Ici, voilà Casey Rees, qui est artiste plasticien. On voit un exemple de son travail. Et là, Ben Fry, qui est plutôt orienté vers le design graphique, et qui a monté, il y a quelques années, son propre studio qui est dédié à la visualisation des données. Alors, lors de leurs études à MIT, le professeur, c'était John Maeda. Peut-être ce nom, ça résonne chez vous. Il y en a peut-être quelques-uns qui connaissent le travail de John Maeda. Il faut savoir que ce monsieur, il est un des pionniers de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le design interaction. Il était étudiant de Paul Rand et de Muriel Cooper. Muriel Cooper, cofondatrice du Media Lab du MIT. Et à l'époque, John Maeda, il avait aussi lui-même son propre outil qui s'appelait Design by Numbers. Et en quelque sorte, c'est cet outil qui était la jeunesse de Processing. Processing et la programmation en général peut être utilisé dans les domaines multiples, mais ce qui m'intéresse, et j'imagine ce qui vous intéresse aussi ce soir, c'est le domaine du design, et plus spécifiquement le design graphique. Pour ma part, j'estime que Processing va au-delà de ses capacités pour simplement créer. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement un outil ou un nouveau médium d'expression, mais que je le considère aussi comme une approche systématique qui peut faire partie intégrante du processus de design et à toutes les échelles, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la rendue finale. Il est donc, à mon sens, aussi une manière de penser qui rejoint le processus de design et renforce surtout la phase de conception, c'est-à-dire articuler des structures logiques, des règles qui vont générer des formes dans des contextes multiples. Donc c'est pour cela que j'ai tendance à dire que programmer, c'est designer. Pas tous les artistes à cette époque-là travaillaient avec l'ordinateur. L'arrivée de l'ordinateur est venue un tout petit peu plus tard avec deux expositions clés, à savoir que la première, c'était l'exposition de Cybernetic Serendipity qui a eu lieu à Londres, à l'ICA, donc Institute of Contemporary Arts, qui a vraiment peut-être lancé le mouvement, enfin, pas le mouvement, mais l'utilisation de l'ordinateur dans l'art. Et ça, c'était en 1968, il me semble. Et le deuxième expo clé, c'était Tendencies 4, intitulé Computers and Visual Research, qui a eu lieu à Zagreb. Donc pour revenir un tout petit peu, voilà, je disais que pas tous les artistes utilisaient l'ordinateur, mais ils travaillaient avec une certaine logique. Ils suivaient des systèmes, voilà, des systèmes peut-être proches de l'art conceptuel, et on peut dire peut-être des programmes. Alors le mot programmation, c'est le philosophe allemand Max Benzer qui a introduit le mot programmation parmi ce cercle d'artistes. Benzer avait traduit et édité l'ouvrage Les machines à penser, écrit par Louis Coffignal, qui était écrit en 1952. Ensuite, Max Benzer, il a écrit Aesthetic Information,
en 56, il me semble, et puis Programming the Beautiful en 1960. Et Max Benzer, c'était un personnage important pendant ce mouvement des New Tendencies. Et sans doute, il jouait un rôle important dans la présence justement de ce mot, la programmation. Would it not be possible to describe with linear purity of the mathematical program fields of events in which random processes could occur? Thus, we would have a unique dialectic between chance and program, between mathematics and hazard, between planned concepts and free acceptance of what will happen according to precise, prearranged formative patterns, which do not negate spontaneity, but give it boundaries and potential directions. Pour résumer, en gros, dans cette citation, Umberto Eco se pose la question s'il serait possible de décrire un programme dans lequel nous avons des variables aléatoires. Et ce serait l'interaction entre un système ordonné, donc un système planifié par l'artiste, et le hasard. Donc c'est l'interaction entre ces deux choses qui vont donner naissance à la création. Et cette citation est intéressante parce qu'elle sert à souligner le développement de deux grands courants dans l'art contemporain à l'époque et qui est plus ou moins aussi le propos de cette introduction que Umberto Eco écrit dans la brochure. Donc le programme et le hasard. Au début de ma conférence, je vous avais dit que je vois le design génératif principalement comme une technique, une approche. Et c'est un processus. C'est un processus qui n'est pas trop loin non plus d'un processus de design. Et ce processus est basé sur des règles. Et ces règles s'appellent l'algorithme. Ici, on a un petit exemple de l'algorithme Lindenmayer, ou L-Systems. C'est un algorithme particulier qui permet de créer des espèces d'arborescence. C'est l'algorithme qui a d'ailleurs été sans doute utilisé pour créer ce sous-plat. Ici, on a l'ouvrage de Joseph Müller-Borkmann. C'est un ouvrage sans doute connu pour ceux qui travaillent dans le domaine du design graphique. Un ouvrage qui s'appelle Grid Systems, voilà, c'est marqué, où il explique voilà, toute une théorie et puis tout un système pour la mise en page. Grid as program. Alors, je vais rentrer un tout petit peu dans le design. Ici, il s'agit d'une citation de Karl Gerschner, artiste et designer, enfin plutôt designer et typographe suisse, qui était d'ailleurs très actif aussi pendant le mouvement de New Tendencies et qui a écrit beaucoup pendant cette période-là. Et ici, il s'agit d'une citation tirée de son livre Designing Programs, qui est écrit en 1964. Alors, bien sûr, il connaissait bien que l'ordinateur existait, mais il ne s'en servait pas. Lui, dans cet ouvrage, il développe toute une théorie pour les designs, pour le processus de design et du design graphique qui est basé sur, justement, le programme. Et il commence cet ouvrage avec ceci. Is the grid a program? Donc, est-ce la grille d'un programme? Let me put it more specifically. Donc, plus spécifiquement. If the grid is considered as a proportional regulator, a system, it is a program
par excellence. Donc, si la grille est considérée comme un régulateur proportionnel, un système, c'est un programme par excellence. Encore une fois, une citation de Bruno Munari. Bruno Munari qui a écrit l'art du design, un ouvrage qui a été traduit récemment et édité par Pyramide. Donc, il existe maintenant en français. Je vous encourage de le lire si vous êtes graphiste ou designer. C'est un ouvrage formidable, très pédagogue. J'aime beaucoup. Et j'aime bien cette citation, le designer est essentiellement un organisateur des formes. Alors certes, ça ne résume pas tout ce que peut être un designer, mais c'est le mot organisateur de formes, voilà, organisateur, encore une fois, un mot-clé. Donc aujourd'hui, le design génératif est sans doute le fruit de mouvements artistiques qui ont réuni deux principes majeurs dans leur processus, système et variable. Au lieu de travailler vers une image unique, on commence à penser en termes de possibilités d'un système. Concevoir un processus plutôt que son résultat final contraint celui qui le crée à rester très ouvert, à accepter de travailler avec des résultats inattendus et parfois à adopter le produit final malgré quelques surprises. Citation de Marcus Wendt, un computational designer basé à Londres, qui est avec sa femme, il me semble, fondateur du studio Field. Donc, un studio qui fait un formidable travail, qui font des installations, des projections, des identités visuelles. Très, très beau. Donc, pour cette affiche, les visuels se déclinent autour d'un seul concept, c'est d'analyser le contenu de poèmes et ensuite les transposer en objet graphique. Donc Müller, il a écrit un programme spécifique qui va générer des images directement du texte. Et ici, on a, si je tape et je fais transform, voilà, j'ai ma graphique en bas, mes petits carrés, à savoir que chaque lettre de l'alphabet correspond à une forme graphique et une couleur. Et c'est un système simple, mais pour taper ça à la main dans Illustrator, vous en avez pour peut-être quelques jours. Donc, c'est toujours plus facile de le faire avec un programme, et ce qu'il a fait d'ailleurs pour toutes ces affiches. Chaque année, il essaye de créer un nouveau système. Le concept reste le même. Comment on peut traduire, transposer le texte vers des visuels graphiques. Donc ici, il s'agit d'un système où Aaron Koblin a récupéré les données pour les arrivées et les départs des avions aux États-Unis. Donc si je peux juste poser, je fais un petit pause. Ici, en bas à droite, on a l'heure actuelle. Donc on est 2h30 du matin. Donc voilà, on n'a pas énormément de trafic aérien à ce moment-là. Et au fur et à mesure, voilà, on arrive le matin, c'est le côte est qui va se réveiller. Ils vont tous aller au boulot sur le côte ouest, n'est-ce pas? Et bon, voilà, pendant la journée, on voit le flux d'avions, les arrivées, les départs.
voilà, j'ai fini avec les projets. J'aimerais parler maintenant de FAB, cette association que j'ai créée il y a 3 ans maintenant. Alors FAB, c'est dédié aux artistes et designers qui travaillent avec de la programmation dans le processus de création. Et nous organisons, nous menons des ateliers, des conférences, plusieurs activités pour justement promouvoir ce type de travail. Alors j'ai créé cette structure aussi pour avoir une structure pour un événement qui s'appelle Processing Paris. Processing Paris, c'est une suite de workshops que j'organise chaque année à Paris, où j'invite des professionnels travaillant dans ce domaine-là, et ils donnent des conférences et des workshops. Et cette idée a été reprise par d'autres villes. Je pense que la deuxième ville, c'était Berlin. À savoir que, voilà, Berlin, voilà, il y a une communauté très forte là-bas de libre, de processing de ce genre de logiciel. Ils ont décidé aussi de monter le propre événement. Et ils l'ont appelé Processing Berlin. Ensuite, on avait Processing Ghent, en Belgique. Et donc, on a lancé ce petit projet Processing Cities pour justement promouvoir ces activités-là, à savoir que n'importe qui dans n'importe quelle ville, s'ils le souhaitent, peuvent monter leurs activités autour de ces nouveaux outils libres, open source. Tout ce que nous, on demande, c'est qu'on garde ce concept de processing avec le nom de la ville. Et voilà, il me semble qu'il y a un processing Montpellier qui est en train de se monter. Quand je vois les gens ici, ça peut se faire, j'espère. Donc aussi, on a des événements mensuels. Processing Paris, à la base, c'était un événement annuel. Je constatais qu'il y avait une demande pour ça. Et donc, j'essaie d'organiser tous les mois des conférences où j'invite quelqu'un. Ici, il s'agit de designer, de graphiste Yannick Maté, qui présentait son projet de fin d'études, une espèce de générateur de fonte qui s'appelle Prototype 0. Très, très chouette. Et ici, voilà, il est en train de montrer cela. Donc on mène aussi des workshops, on est invité dans des lieux différents. Ici, j'avais créé les affiches pour le workshop typographie génératif, et aussi j'ai mené ce workshop qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant à Lure, juste avant les rencontres de Lure. Un festival génial, j'adore. Si vous avez l'occasion de participer, d'aller à Lure, je vous encourage d'y aller. C'est un lieu magique et puis aussi en même temps, c'est un festival très très enrichissant. On sort de là avec la tête pleine, c'est incroyable. Donc j'ai eu vraiment l'honneur d'être invité là-bas pour mener un workshop sur la typo et la typo générative. Ça, c'était une des premières images que j'avais réalisées avec Processing. J'ai aussi, je l'avais imprimé sur de beau papier. Je l'ai chez moi, en grand format. Donc voilà, je vais peut-être finir là. Merci.
pour revenir au visuel, je suis parti du principe que la grille représentait l'espace, les coordonnées spatiales de la rencontre, à savoir Cahuenga, l'espace Cahuenga, donc qui représentait en fait les latitudes et les longitudes correspondent aux horizontales et aux verticales de la grille. Et donc, le point d'impact de chaque attracteur de ma souris, en fin de compte, correspondait à chaque fois au lieu de Cahuenga par rapport à l'échelle du globe, des latitudes et des longitudes de la planète. Ensuite j'ai multiplié ces grilles, j'en ai créé 4, juste grâce à cette partie du menu qui permet de multiplier donc, les grilles. J'en ai créé 4. Pourquoi 4 ? Parce que j'ai divisé en fait les coordonnées temporelles en 4 parties. Premièrement, 19h. Deuxièmement, le 23, le jour, donc le 23 novembre. Ensuite, novembre, le mois. Et enfin, l'année 2012. Donc ces 4 grilles représentent les 4 éléments temporels de la rencontre, qui sont chacun déformés au point d'impact spatial de Cahuenga. Suivant leur rapport par rapport à leur cadre. Je m'explique. En fait, j'ai pris l'heure, 19h, par rapport à son cadre, c'est-à-dire 24 heures dans une journée. Et ce rapport est de 80%. 19 par rapport à 24, c'est 19 et 80% de 24 approximativement. Et donc, en fait, le rayon d'attraction de chaque attracteur correspondait à cette proportion. Donc les 4 grilles spatiales ont été modifiées suivant ces 4 données temporelles. Donc je suis parti sur l'idée d'une donnée unique par lettre qui est la position de la lettre dans l'alphabet, donc son index. C'est facile. Pour le A, c'est 1, pour le B, c'est 2, pour le C, c'est 3, etc. Donc ça me donne difficile de faire plus simple en fait comme type d'entrée à mon programme. Et donc voilà ma première typographie générée sur Processing. C'est une typographie qui a la caractéristique d'avoir des caractères qui ont exactement la même forme, en fait, le même dessin, puisqu'il s'agit d'une barre. Donc c'est un peu une typographie sans caractère. La seule manière de les différencier les uns des autres, c'est leur taille et leur couleur. Voilà. Et j'avais donc mon exercice pour travailler sur la génération de couleurs sous Processing. Donc voici mon premier sketch 2008. On saisissait donc au clavier un texte qui apparaissait sur ce système graphique, et après on pouvait modifier avec les variables que vous voyez en bas les données qui faisaient partie de la lettre, et donc en changer l'épaisseur, ce qu'on pourrait appeler l'approche du caractère, etc. Voilà. Donc ça, c'est une expérience que je qualifierais de sympathique mais pas extraordinaire. Par contre, elle est tombée à point nommé puisque on était en fin d'année et comme vous le savez peut-être, pour les graphistes, la fin d'année, c'est souvent une période un peu angoissante parce qu'on va se retrouver avec une dizaine de clients qui vont venir entre le 1er et le 15 décembre pour vous demander de leur réaliser des cartes de vœux. Donc vous vous retrouvez avec une dizaine de cartes de vœux à réaliser. Il vous faut trouver une dizaine d'idées, une dizaine de concepts, une dizaine d'images, des trucs sympathiques. Cette année-là, moi, j'avais la mienne, puisqu'il y a marqué ici « Bonne année 2009 ». On était en 2008, on était en pleine crise économique. Donc, cette typo était tout à fait d'actualité et tout à fait la bienvenue. Et donc, voici le visuel de ma carte de vœux 2009. Donc ensuite, travailler avec un système de données unique en entrée, ça peut donner des choses un peu conceptuelles comme ça. C'est évidemment pas une fin en soi, et je cherchais des choses un peu plus évoluées. Et donc je suis parti sur l'idée qu'il me fallait des données beaucoup plus importantes. Et ces données, je les ai trouvées dans le contour même du dessin de la lettre. Le tracé donc du dessin de la lettre qui peut finalement être décomposé en une multitude de petits points. Donc vous avez vu déjà un peu ça tout à l'heure. Ces points, ensuite, donc c'est une espèce de segmentation qu'on peut affiner, grossir, et puis on peut ancrer des éléments dessus, comme ici des points ou des droites, que l'on peut incliner, que l'on peut paramétrer. Donc là, on a un programme qui est très simple, qui ne fait que superposer 3 éléments différents sur cette segmentation en points de la lettre.
Et vous voyez qu'on peut obtenir, avec simplement quelques variables, quelques paramètres, une multitude de typographies très différentes et de styles assez différents. Il y a une dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est ce que j'appelle la variable magique. Alors, j'ai beaucoup évoqué la notion de données en entrée, les variables pour les administrer, les animer. Il y a une variable qui est toute particulière et qui vous fait découvrir votre programme comme vous ne l'avez jamais vu. Cette variable, c'est l'autre, c'est quelqu'un d'autre. Dans mes expérimentations typographiques, j'ai souvent compilé un programme et je l'ai envoyé par email à un de mes collègues graphistes en lui demandant, donc sans notice ni mode d'emploi, en lui demandant simplement de bidouiller avec et de me retourner ses premiers essais sans y passer non plus des journées. Je sais qu'il n'a pas que ça à faire. Il me renvoyait ses essais. Donc je lui ai envoyé un programme dont la fonction était, à partir d'une typographie, d'en dessiner une autre. Donc on avait en entrée une typographie, en sortie une autre typographie. Je lui envoie donc et j'attends son mail avec sa lettre, notez le jeu de mots, avec son caractère en retour. Et voici ce que je reçois. Des nuages et de la pluie, alors que je m'attendais à un caractère. Alors mon ami est parisien, évidemment. Dans le nord de la France, le temps est moins clément. Mais voilà, la variable magique, c'est ça. C'est l'autre qui vous apprend finalement que votre programme que vous avez conçu pour dessiner une typographie, peut aussi dessiner des nuages. Voilà. Merci.